Vous m'entendez, Nadine? euh, Donc, Pascal Barra s'excuse, pour des raisons personnelles, il ne peut pas répondre et participer à ce live. J'ai participé avec lui à l'analyse de ces données, en particulier à l'Observatoire acidocétose de la JD. Et donc, je me propose de répondre à vos questions. Donc, vous pouvez les poser au travers du chat. Alors, pourquoi davantage d'incitation au vaccin contre la grippe cette année? L'idée était... Alors déjà, bon, il y a eu une question déjà tout à l'heure sur pourquoi on propose aux enfants qui ont un diabète de type 1 de se faire vacciner contre la grippe. On sait que, en première intention, on sait que la grippe va induire un déséquilibre du diabète, et éviter la grippe, c'est éviter ce déséquilibre. Donc ça, c'est la première fois. En deuxième intention, il y a aussi cette notion parfois où dans les instances, et on se bat contre, mais il y a une tendance à mélanger diabète de type 1 et diabète de type 2, et au niveau de l'assurance maladie, quand on y récupère les données de vos enfants, l'extraction, elle se fait sur la pathologie diabète, et non pas diabète de type 1 ou diabète de type 2, et il peut y avoir également cet élément qui intervient. Mais éviter la grippe permet d'éviter le déséquilibre du diabète, et n'est absolument pas en lien, en tout cas cette année, par rapport au Covid. Pourquoi cette année on insiste encore plus sur la grippe? L'idée, c'était que moins on a de grippe, moins on a potentiellement de personnes malades, fragiles, et vous connaissez, vous en entendez suffisamment parler dans les médias. On a cette difficulté de ressources dans les services hospitaliers, en médecine en règle générale, et l'idée était bien de limiter le nombre de personnes malades pendant cette période de l'année à risque de Covid, pour éviter et concentrer les ressources sur la prise en charge du Covid. Alors, si nos enfants d'état ne sont pas à risque pour le Covid, pourquoi ont-ils des risques avec la grippe? Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Il n'y a pas de risque plus que les autres enfants d'attraper la grippe. C'est pas quand on a un diabète de type 1, on n'a pas plus la grippe que une grippe plus grave que quand on n'a pas de diabète. Vraiment, la différence, l'idée, c'est de se dire, on va éviter la grippe, on essaye de limiter la grippe chez ces enfants, parce qu'on sait que derrière, c'est compliqué de gérer le diabète quand on a la grippe, mais aussi une autre maladie, la gastro, etc. Donc, c'est vraiment pas en lien avec le Covid, et les études qui vous ont été montrées par le professeur Pascal Barra, j'espère, sont suffisamment convaincantes pour y croire. Et c'est pas que à l'échelle de la France, à l'échelle vraiment de tous les pays. Alors, pénurie de vaccins contre la grippe, oui, peut-être, effectivement. Après, ça, c'est le système de santé en règle générale qui parfois bloque, et on a certainement eu manque d'anticipation sur les demandes des patients. Alors, bonjour, devons-nous laisser nos enfants en maternelle retourner à l'école comme tous les autres, ou être prudents en ne leur mettant qu'à mi-temps, le temps que le niveau de la crise sanitaire s'atténue? Alors ça, c'est vraiment des questions qui doivent être échangées, discutées en famille. Nous, nos recommandations, notre message, c'est même pas une recommandation, le message de la JD, et que l'on a fait passer auprès de l'Éducation nationale, avec qui on essaye d'avoir des relations régulières, c'est à partir du moment où on considère que l'enfant qui a un diabète de type 1 n'a pas plus de risque qu'un autre enfant du même âge, il n'y a pas de raison particulière pour que l'enfant ne retourne pas à l'école maternelle ou primaire. Ensuite, c'est à vous, dans le cadre de vos échanges entre familles, d'évaluer, mais votre enfant n'a pas plus de risque que son frère ou sa sœur qui n'a pas de diabète d'être infecté par le Covid.
Alors, est-ce que le Covid-19 peut engendrer des déséquilibres glycémiques? Alors oui, bien sûr, comme toute pathologie. Je n'ai pas regardé dans le détail cet impact et les risques, l'impact sur des équilibres glycémiques, mais c'est paraît évident qu'à partir du moment où on a oui, une maladie, quelle qu'elle soit, de toute façon, il y aura un impact sur l'équilibre parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on ne mange pas, parce que l'adaptation des doses, elle est compliquée, etc. etc. Après, je ne peux pas répondre, je n'ai pas les données là pour vous répondre spécifiquement à votre question, mais c'est évident qu'il y aura un impact comme toute maladie. Alors, quelle distance selon l'administration entre le vaccin grippe pour un enfant qui a eu lieu avec symptômes minimes? Alors, le temps entre l'administration, entre le vaccin grippe pour un enfant qui a eu le Covid avec symptômes minimes, pour moi, il n'y a pas mais je vous répondrai juste après à cette question. Pour moi, il n'y a pas de délai particulier. En tout cas, je n'ai pas vu de recommandation sur ce délai entre le vaccin et les symptômes de la grippe. Alors, faudra-t-il faire vacciner les enfants des T1 lorsque le vaccin Covid arrivera en France? Alors là, moi, j'ai pas les recommandations, on n'a pas les recommandations aussi sur le vaccin. Aujourd'hui, si on considère, et ce que l'on entend quand même dans les médias, c'est vaccination prioritaire pour les professionnels de santé et pour les personnes fragiles. Je vous rappelle que dans tout ce qui est sorti sur la définition par les instances, par le ministère de la Santé, la définition des personnes qui sont fragiles dans le cadre de cette épidémie Covid, sont des personnes ayant un diabète avec un déséquilibre, c'est-à-dire une hémoglobine glyquée supérieure à 10% sur les mois ou semaines précédentes. Donc on est vraiment dans un diabète de type 1 équilibré. Alors bien équilibré, ça ne veut rien dire, mais un diabète de type 1 avec une hémoglobine glyquée inférieure globalement à 10% n'est pas considéré aujourd'hui comme une personne dite fragile, c'est-à-dire à risque plus important d'avoir des risques, des complications suite à une infection au Covid. C'est vraiment cette notion de fragilité, c'est quel risque supplémentaire, quelle aggravation possible de la maladie on peut avoir si on est infecté par le Covid. Donc faire vacciner les enfants des T1, si la recommandation c'est les personnes fragiles telles qu'elles sont établies aujourd'hui, il n'y aura pas de recommandation sur la vaccination pour le Covid pour les enfants qui ont un diabète de type 1, plus que pour les autres enfants du même âge. Alors, les gens à risque listés sur les Ok, merci pour la réponse, Sonia. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde si j'ai bien répondu à toutes ces questions. Alors, les questions sur la découverte d'été en début d'année n'incluent pas les DOM. Sur cette analyse, on est en relation avec les services hospitaliers de La Réunion. Après, je sais, il y a un décalage aussi entre les données que l'on reçoit et l'analyse. Donc, certains services, en tout cas, elles ne sont pas exhaustives. Elles ne sont pas exhaustives sur l'ensemble de La Réunion. Et on sait qu'il y a aussi des histoires de saison qui peuvent impacter, la déclaration, le diagnostic du diabète de type 1. Alors, j'ai loupé. Pourquoi une différence position entre les diabétos? Certains préconisent le vaccin, d'autres pas forcément. Ça, alors quand vous dites diabéto adulte ou diabéto, on parle bien en pédiatrie. Si c'est en pédiatrie, je ne sais pas pourquoi il y a cette différence de position. Je vous dis les recommandations en tout cas, c'est vaccination
vaccination pour éviter les risques de déséquilibre. Après, c'est peut-être aussi dépendant de chacun. Est-ce que si c'est un enfant pour lequel, pour X raisons, on a déjà du mal à équilibrer ce diabète, le diabète, peut-être qu'il va y avoir une incitation du pédiatre à le faire. Si ça va plutôt bien et que le risque il est minoré, il y aura peut-être moins d'insistance du pédiatre à le faire. Ça, c'est vraiment des questions que vous devez et peut-être demander l'argumentation aussi à votre pédiatre sur cet élément-là. Alors, Lucie, découverte en septembre, hausse des découvertes. Donc là, si je comprends bien, votre enfant, il a une infection en janvier, découverte d'été1 en septembre. Alors vraiment cette histoire de virus, je vous invite vraiment, je vais pas, parce que c'est un topo à part entière, je vous invite vraiment à aller écouter la conférence de Roberto Malone qui va suivre après la pause ce live, qui va vous parler diabète et virus, et qui répondra vraiment à ces questions très spécifiques. Ce que l'on sait en tout cas, et il y avait des questions déjà tout à l'heure à ce sujet, c'est que quand une infection vraiment très proche de diagnostic du diabète, c'est un facteur qui va être aggravant, qui va accélérer, mais on sait en parallèle que le début de la destruction des cellules bêta par le système immunitaire, il se fait bien en amont des premiers symptômes, et de ce fait, ce n'est pas l'élément de la semaine ou des 15 jours qui précède les premiers symptômes, et donc la prise en charge par l'insuline du diabète, qui est le facteur déclenchant. Ce sont des facteurs qui vont accélérer le processus. Donc, je vous dis, Roberto Malone va répondre vraiment spécifiquement à ces questions entre virus et diabète. Alors, est-ce que le diabète est très déséquilibré? C'est vraiment dépendant d'un enfant à l'autre. Ça dépend de la gravité, j'ai envie de dire, de cette grippe. Avec ou sans diabète, on répond tous différemment en termes de fatigue, en termes des différents maux qu'on peut avoir avec une grippe, on va répondre différemment. Les enfants, ils vont répondre différemment aussi en termes de la réaction de leur corps, et c'est la réaction de la réaction de ce corps qui va enclencher plus ou moins un déséquilibre. Et puis, à un moment donné, parce qu'on est un peu plus fatigué, le diabète peut être plus déséquilibré, et puis la grippe l'année suivante, tout va bien se passer. Donc, c'est quelque chose en tout cas à surveiller pendant cette période de maladie aiguë. Il y a potentiellement une adaptation des doses à faire, une vigilance particulière pour éviter d'arriver avec des hyperglycémies, par exemple, trop importantes. Alors, la conduite à tenir, si l'enfant est DT1 positif ou avec ou sans symptômes, elle est la même que pour les autres enfants, c'est-à-dire aujourd'hui, les règles c'est l'isolement, c'est la réaction avec les symptômes, de prévenir votre pédiatre diabétologue, et si nécessaire, de consulter évidemment, et puis ensuite, si nécessaire, le rendez-vous à l'hôpital. Mais je répète, il n'y a pas de prise en charge particulière parce que votre enfant il a un diabète de type 1. Après, c'est les conséquences du Covid, la fatigue, etc., le fait de ne pas manger qui va induire une adaptation de la prise en charge du diabète. Alors, les DT1, c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas de réponse précise à cette question, mais je répondrai tout à l'heure au chat, via le chat, sur les difficultés ou les symptômes, les complications précises en lien avec le Covid dans le diabète de type 1. Mais je vais me renseigner et je vous répondrai.
Et on n'a pas de données de toute façon, très peu de données en pédiatrie, c'est ce que vous disait tout à l'heure Pascal Barra. Et chez l'adulte, je me renseignerai. Non, pas d'hospitalisation systématique à prévoir, tout à fait d'accord. C'est de la vigilance, comme quand votre enfant il est malade, tout votre enfant, quel que soit votre enfant, de la vigilance, de la surveillance peut-être un petit peu plus accrue sur les glycémies et ensuite de consulter si besoin. Et vraiment, on attend impatiemment ces données définitives de notre observatoire pour évaluer. La question a été posée. On voit bien qu'il y a un décalage. Aujourd'hui, on est juste capable de dire qu'il y a eu un décalage des diagnostics et donc avec des formes plus sévères, donc plus d'acidocétose. Il faut qu'on attende d'avoir plus de données, des données plus importantes en France mais aussi ailleurs pour voir s'il y a eu réellement un impact du Covid sur le déclenchement de la maladie auto-immune. Mais à ce jour, on n'a pas les données suffisantes pour répondre à cette question parce que alors 2500 nouveaux cas chaque année, c'est trop, mais en même temps, c'est des chiffres qui sont quand même assez faibles pour pouvoir faire des associations. Et c'est en regardant les données françaises, mais aussi les données des autres pays qu'on pourra répondre à cette question. Alors, Émilie, épisode d'hyperglycémie. Oui, tout à fait. Alors là, on peut imaginer qu'à cette période, que cette hyperglycémie que vous n'arriviez pas à faire baisser, elle était peut-être liée au fait d'avoir le Covid. Mais ça, maintenant, il n'y a pas de moyen forcément de le prouver. Le médecin a dit les enfants font la même maladie que les enfants sans diabète. Ouais. Exactement, les symptômes sont les mêmes. Après, c'est l'impact des symptômes sur la prise en charge du diabète qu'il va falloir surveiller. Et oui, mais il y a plein de situations. On a été depuis le mois de février, à partir du moment où on n'avait pas les tests, des situations, on a tous quelqu'un qui nous a dit ouais, mais moi, a posteriori, ah ouais, mais moi, en fait, à cette période, j'étais pas bien, j'avais beaucoup de maux de tête, etc. Peut-être qu'effectivement, il y a eu cet épisode-là. Alors, si l'enfant ne mange pas, on baisse beaucoup l'insuline. Donc ça, c'est vraiment dépendant et à revoir avec votre équipe hospitalière. Il faut baisser l'insuline. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on n'arrête pas l'insuline lente. Donc l'insuline lente, qu'elle soit avec la pompe à insuline ou qu'elle soit au stylo, il faut vraiment maintenir cette insuline lente. Et ce que l'on propose aussi, quand l'enfant est vraiment malade et n'a pas vraiment pas d'appétit, on n'arrive pas à maîtriser son appétit, c'est d'attendre le repas, de laisser manger l'enfant et de faire l'injection vraiment au cours du repas ou juste à la fin du repas. Ce n'est pas une recommandation pour tous les repas parce qu'on sait qu'avec le délai de l'insuline, on va avoir un pic qu'on va avoir du mal à gérer. Mais dans ces cas particuliers, donc on n'arrête pas l'insuline lente et on attend de voir si l'enfant a consommé le repas, puis on adapte en fonction de ce qu'il a mangé. Donc parfois, ça peut être beaucoup. Si habituellement, il a des grosses doses d'insuline parce que c'est un bon mangeur et que là, il mange 3 petits bouts trois petites cuillères de pâte, effectivement, il faudra baisser de façon significative. Effet du confinement sur les hémoglobines glyquées. Ah, bonne question. Effet du confinement sur les hémoglobines glyquées, peut-être que les parents peuvent répondre, ils répondront mieux que moi. Après, qu'est-ce qui a induit le confinement? Il a induit potentiellement moins d'activité physique, il a induit moins de sorties, il a induit peut-être une consommation alimentaire un peu plus importante parce que on reste à la maison, on s'ennuie un peu, on mange plus. Donc oui, si l'adaptation des doses, s'il n'y a pas une adaptation des doses suffisantes, il peut y avoir un impact sur l'hémoglobine glyquée, effectivement. Oui, la crainte d'avoir encore plus de mal à gérer les glycémies en cas de Covid, mais aussi en cas de grippe ou en cas de gastro, les enfants vont continuer à
Pascal Barra nous rejoint. Les enfants continuent à avoir les maladies pédiatriques telles que les autres, et ça, c'est l'expérience aussi, l'apprentissage que vous allez. Là, le diabète est récent, s'il y a encore cette lune de miel, c'est l'apprentissage, et vraiment rapprochez-vous de vos services hospitaliers pour en discuter, et l'expérience va vous aider là-dedans. Oui, alors il y a aussi donc si l'adaptation a été, si on a pu suivre bien cette adaptation, il peut y avoir effectivement une diminution de l'hémoglobine glyquée, parce que on a un rythme peut-être plus régulier qu'un jour on est à l'école, après on est à la maison, on va faire son activité sportive, etc. Donc il y a un rythme qui potentiellement était plus régulier. Alors, Pascal, si tu veux répondre, il y avait pas mal de questions. Il y avait une question sur vraiment l'impact du Covid, pendant le Covid, sur les symptômes et l'équilibre du diabète. Donc, ce que je dis, c'est pas le Covid, mais c'est les symptômes, le fait de la fatigue, le fait de moins manger, etc., qui peut influencer, si tu veux préciser cela. Et effectivement, c'est vraiment là le fait que vous soyez présent quand c'était le cas. Il y a un seul interlocuteur qui gère, et il n'y a pas l'intervention potentiellement des parents, des instits, des acteurs de l'école, ou de la nounou, etc. Et peut-être une meilleure vision globale des glycémies, du diabète, et donc une intervention plus facile pour vous. Alors, donc le confirme. Et oui, ouais, on est tous dans une période un petit peu compliquée, avec des rythmes qui changent beaucoup, et ça nécessite encore une fois une adaptation par ces super parents que vous êtes, pour s'adapter à toutes ces nouvelles situations. Alors, après, en début de prise en charge difficile, les consultations téléphoniques pour une enfant de 5 ans. Bon, c'était un commentaire. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on peut terminer ce live. Je vous invite, il y a une pause. Donc, par rapport aux questions qui étaient posées en lien avec les virus, je répète, il y a la conférence de Roberto Malone, Place des virus dans le développement du diabète de type 1, à partir de 16h05. Et je vous invite à aller prendre encore un petit peu de temps, si vous n'êtes pas trop lassé de cette journée, pour aller visiter les stands. Le laboratoire Lilly avec le qui pourra vous parler du glucagon nasal, le Dexcom chez Dino Santé, et tous les autres partenaires, donc qui sont à votre écoute, et évidemment les stands de la JD. Je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouvera ce soir, puisque c'est moi qui clôturera cette journée de la réunion de la JD.